Chapitre 1. Une idylle perturbée. Quand tout a commencé, on n'était pas du tout dans le monde du bâtiment. On était prof. Moi, j'étais prof de français. Alors oui, en Belgique. Je suppose que vous avez entendu mon accent. Et c'est d'ailleurs dans un lycée où j'effectue un remplacement que je rencontre Michel. C'est plutôt un concert de blues chez mon pote Fred. Mais elle s'en souvient pas. Ouais, effectivement, on n'a pas tout à fait la même version de notre rencontre. Mais en tout cas, en septembre 2001, on est collègues. Et très vite, on devient amis. Et puis, ça évolue. Et en février 2002, on sort ensemble. Et là, tout s'accélère. En avril, je suis enceinte. En juin, on se marie. En juillet, on achète une maison. Et en décembre, Elisa était née. Une sacrée année 2002. Alors, moi, je donne un cours qui part des questions existentielles des élèves, à partir de chansons, peinture, théâtre-action. Je vais travailler à vélo, et puis je me lance dans la restauration d'une maison, mais je suis vraiment pas à l'aise, jamais fait. Il faut dire que ton institut maternel t'avait toujours dit que t'étais nul en bricolage. Et que l'institut maternel, c'était sa mère. En tout cas, oui, cette maison-là qu'on a achetée finalement en juillet 2002, on l'a cherchée un peu parce qu'on la voulait pas trop cher. Et finalement, on l'a trouvée à côté d'une cimenterie. Et 1 an après l'avoir achetée, on reçoit un courrier. Tiens, un courrier de la cimenterie. Ils veulent valoriser des combustibles de substitution. Valoriser des combustibles de substitution, ça c'est bien la novlangue des industriels. Mais nous, ça nous rassure pas du tout. Alors on se renseigne et on part du b.a.-ba, parce qu'on savait même pas, nous, comment on fabriquait du ciment. Et on apprend que pour fabriquer du ciment, il faut brûler à de très hautes températures qui peuvent atteindre 1800 degrés de la pierre calcaire. Historiquement, les cimentiers ont utilisé comme combustible du charbon, puis du pétrole. Mais avec l'augmentation du prix du pétrole, l'idée a germé de trouver un autre combustible. Et ils ont trouvé des déchets toxiques et dangereux. Ouais, ils sont doublement gagnants. De un, ils doivent plus acheter de pétrole, en tout cas très peu, uniquement pour allumer les fours. Et ils sont payés pour brûler ces déchets. Pensez donc, on ne sait plus quoi en faire de nos déchets. En tout cas, retenez 2 choses. Au moment où je vous parle, toutes les cimenteries européennes utilisent des déchets toxiques et dangereux comme combustible. Et ils font plus de profit en brûlant des déchets toxiques et dangereux qu'en fabriquant du ciment. En tout cas, voilà, comme je vous le disais, nous, ça nous rassure pas du tout, on sent que ça pue, mais on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, simples riverains, face à une multinationale? C'est à ce moment-là que, en parlant au frère de Michel, qui est géologue, il nous conseille de faire un test à blanc, c'est-à-dire d'effectuer une analyse de la terre de notre jardin avant que les cimentiers n'aient commencé à brûler. Et d'en refaire un quand ils auront commencé à brûler. Comme ça, on aura un point de comparaison et on pourra prouver que la pollution vient bien des cimentiers. Si on fait pas comme ça, eux, ils ont les bons avocats et vas-y, va pour prouver que c'est eux les pollueurs. Donc c'est ce qu'on fait. Mais quand on reçoit les résultats de notre première analyse, on est déjà abasourdi. En fait, la terre de notre jardin est déjà archi polluée, notamment en plomb. Et ça s'explique parce que depuis quelques années, nos voisins cimentiers brûlent déjà des déchets, mais ça s'appelle à ce moment-là des déchets banals. Alors ça n'a rien de banal, hein. C'est déjà des pneus, des carcasses d'automobiles, des huiles. Les dioxines, les bouts de l'érica. Voilà, oui, parce qu'ils ont été réquisitionnés par l'État belge pour brûler les poules à la dioxine au moment de... Voilà, bon, bref. Et là, en fait, ils demandent à la commune de pouvoir passer à un échelon supérieur de déchets banals à déchets toxiques et dangereux. Bon, en tout cas, pour nous, c'est déjà mort. On doit systématiquement arrêter notre jardin potager. Nous qui étions si fiers de fabriquer les petits pots pour notre bébé avec les légumes bio du jardin, en fait, on réalise avec effroi qu'on est en train d'empoisonner notre bébé. Du coup, je me lance dans la restauration quand même de notre maison et on se dit, on va la restaurer avec des matériaux sains. Et justement, il y a un petit magasin de matériaux écologiques qui vient de s'installer près de chez nous.
Allô, magasin Biovert? Bonjour, Michel Philippot, voilà, j'aimerais bien restaurer notre maison et il paraît que là vous venez de vous installer et donc je serais intéressé par avoir qu'est-ce que vous avez comme matériaux qui permettrait d'isoler la maison. Ah ouais? Ah ouais. Et à quel prix? Ok, vous permettez, j'en parle à ma femme. Dit Manuel, il propose de la laine de lin, mais c'est 10 fois plus cher que la laine de roche, quoi. Ouais, mais la laine de roche, il paraît que c'est vraiment pas bon pour la santé. On est prof quand même. Ouais, mais hein. bon, on pourrait peut-être en mettre moins. Ah ouais, j'y appelle. Ah ouais, monsieur, donc si on en mettait moins. Ah ouais, vous permettez, je dis 2 mois à ma femme. Hein. En fait, si on en met moins, il va falloir chauffer plus. Moi, il dit c'est ridicule, il se foutait de ma gueule au téléphone. Bon, je lui dis ok. Ouais. Bon, écoutez, oui, monsieur, oui, écoutez, je vous fais un mail et je vous dis les mètres cubes. Ce qu'on a sur les murs, c'est de la fibre de verre. Ouais, non, comptez pas changer, hein. Non. Ah, ça respire pas. Ah ouais, ouais. Bon, écoutez, j'en parle à ma femme. Dit, en fait, il a un super produit, parce qu'il paraît que la laine de verre, ça laisse pas respirer les murs. C'est quoi son produit? De la terre qui vient de Turquie, quoi. Je sais pas ce que c'est comme truc. Tu veux que je demande les prix quand même, quoi, parce que... bon. Allô, oui, monsieur, oui. C'est quoi les prix, oui? Ah, ça dépend du conditionnement. Ah, ouais, ok. Ok. Vous permettez, j'en parle à ma femme. En fait, il a des petits conditionnements, 5 kilos, les super enduits chiadés, 5 kilos 80 €, voilà. Puis après ça, il y a des plus gros sacs, c'est des enduits plus de corps, etc. Puis il y a le gros Big Bac, 500 € la tonne, c'est un peu moins cher, mais c'est de la terre grossière, quoi. Ça vient de Turquie, etc. Ouais, pas prévu. Allô, oui, monsieur, oui, non, mais écoutez, ça nous... Non, ouais. Oui, j'ai une petite fille de 2 ans, mais pourquoi... Ouais, c'est pas... Il dit que c'est pas terrible pour la santé. Si c'est pas terrible pour la santé, si. Écoutez, monsieur, je vous fais un mail. Voilà. Dis, t'as pas envie d'aller défaire la fibre de verre de la baraque pour que ça respire? On s'y met là? Ouais. Ah, c'est facile. Moi, je croyais qu'on allait avoir du mal, mais non. Ça part tout seul. T'as vu? Mais c'est quoi? C'est de la terre. On vient de commander de la terre et en fait, Faudrait peut-être téléphoner à Biovert pour savoir si on peut mettre la terre de Turquie sur la terre de la maison du 18e, quoi. L'écologie populaire, c'est pas du capitalisme vert. En France... Non, dans le monde, 30 à 50% en 2003 habitaient dans une construction en terre crue. En Bretagne, il y a de la Bauge, il y a plein de constructions en terre crue ici. Lyon, Perpignan. Et c'était pas de la terre de Turquie. Chapitre 2. La militance, impasse ou traversée. Moi, j'ai toujours eu peur du couple. Et donc, j'adorais philosopher, théoriser sur l'amour, les grandes questions amoureuses. Comment peut-on aimer sans être possédé? Et j'étais passionné par ça dans les récits mythologiques. Et si les récits mythologiques racontaient l'inverse de ce qu'on leur faisait dire? Et si Dieu n'avait pas créé l'homme, mais Adam, le glébeux, le terreux, de la Adama, la terre. Et si c'était le mec qui pensait que la femme était l'os de ses os, la chair de sa chair? En fait, l'homme et la femme viennent tous les deux de la terre, cette fameuse Adama. Et si l'homme et la femme devaient jaillir de cette terre pour un côte à côte?
Une co-création et pas une possession. À condition de ne pas manger l'autre. Ça veut dire quoi, ne pas manger l'autre? Bah, manger l'autre, ça veut dire que ça en est fini de ces guerres qui mangent l'autre, quoi, qui ont le droit de vie ou de mort. Que c'est fini ce travail pour 1 euro de l'heure. Tu vois, qui appartient à un patron. Manger l'autre. Manger l'autre, ça veut dire que notre corps nous appartient, quoi. Qu'il n'appartient pas à quelqu'un qui le mange, quoi. Ouais. Et si c'était la rencontre qui nous crée? On a beau cheminer côte à côte, nos réactions sont parfois très différentes. Et Manu, on a 2000 signatures à notre pétition. 2000 signatures. Effectivement, Michel, avec d'autres riverains, avait lancé une pétition contre l'incinération de déchets toxiques en cimenterie. On a un dossier de 500 pages qu'on va remettre au conseil municipal, quoi. Sur l'incinération de déchets en cimenterie, ça va le faire. Ouais, donc je l'avais lu, moi, ce dossier, donc constitué d'articles scientifiques, d'arguments vraiment pour le conseil municipal et pour les aider à bien choisir et surtout à dire non à cette incinération de déchets toxiques en cimenterie. Et j'avais notamment lu un article scientifique qui expliquait que les dioxines et furanes se concentrent dans le lait maternel. Et moi, j'allaitais mon bébé à ce moment-là. Eh Manu, on a 3 nouveaux groupes d'action, à Béclé, Avine, Mourcourt. Ça bouge. Ouais, on a eu jusqu'à 13 comités de riverains qui se sont créés autour de notre ville, tournés contre l'incinération de déchets toxiques en cimenterie. On a créé une brochure en 13 000 exemplaires. On hésite encore pour la couverture. Tu préfères quoi, celle-ci ou ça, quoi? Tu vois, je sais pas encore qu'est-ce qu'on va mettre là. Tu vois, avec tous les groupes de riverains, on hésite quoi, entre les deux. Qu'est-ce que tu préfères, toi? C'est super, hein? Ouais. Et sinon, pour notre émission communautaire, on fait une émission avec les gens, de A à Z. Eh bien, on a 3 énormes interviews. On a Benoît Nemery, le spécialiste mondial des microparticules. Tu vois, il est belge en plus. Et puis on a 2 autres scientifiques américains, quoi. Ça va être génial. Avec toutes les paroles des gens, tous les gens qui prennent la parole, etc. Et après, ça vient, paf, en caution, quoi. Génial. Ouais. Alors pourquoi on avait été notamment interviewé des spécialistes américains? Parce qu'aux États-Unis, ils avaient déjà brûlé des déchets toxiques en cimenterie avant l'Europe. Ils avaient même arrêté de le faire. Alors pas forcément pour des questions écologiques, simplement parce que le lobby pétrolier là-bas est beaucoup plus fort, donc ils avaient intérêt à ce qu'on reprenne le pétrole comme combustible. Mais bon, ça c'est autre chose. Et donc on a pu bénéficier de l'expertise de ces scientifiques américains qui nous ont appris des tonnes de choses, mais notamment qu'il fallait s'attendre, si on brûlait des déchets toxiques en cimenterie, à une augmentation de cancer chez les enfants. Purée Manu, on était 500 à la manif d'hier, 500 sur 3000 habitants, 30 000, je veux dire si tu prends tout le grand tournée, mais ça bouge quoi, la population, les groupes d'action, tout, c'est motivant quoi. Michel, ça y est, ça vient de tomber, la commune a accepté le projet, ils vont pouvoir brûler. Ouais. Ils vont pouvoir brûler. Ben il y a Nel Carman qui était, tu vois, il vient ici à Gorin quoi. Lui il a réussi à arrêter l'incinération de déchets en cimenterie au Texas. On peut le faire quoi, tu vois. Il était inspecteur des fours à ciment pendant 14 ans au Texas et puis il est conseiller scientifique de l'agence de protection de l'environnement. Il vient en avion et tout, il va tout bouger, il va au Parlement européen et tout ça. Ouais. Ouais, effectivement, c'était chouette cette conférence de Neil Kerman. Et on a profité de sa venue pour l'inviter à la maison. Et quand il était chez nous, moi, je lui ai carrément posé la question. Je lui ai demandé ce qu'il ferait à ma place. Il m'a dit qu'il déménagerait. On peut arrêter les trains qui amènent les déchets aussi. Non ? Moi, après 3 ans de pétition, de réunions, de manifestations, je suis en dépression. Faut dire que ce qu'on est en train de vivre me replonge dans un épisode tragique de mon enfance. En 1986,
Après l'accident nucléaire de Tchernobyl, ma maman contracte une leucémie et elle en meurt 2 ans plus tard. Et moi, je grandis en faisant ce lien entre catastrophe environnementale et cancer. Devenue moi-même maman, puisqu'entre-temps j'ai été enceinte une 2e fois, il est hors de question que je fasse prendre le moindre risque à mes filles. Moi, je veux déménager. Et moi, de mon côté, je veux aussi déménager. Parce que je veux pas me battre pour un oui mais à l'incinération. Et puis je veux pas non plus avoir l'air à l'œil. Bon, c'était le nom de l'association d'accompagnement au projet cimentier. L'association s'était donné ce nom-là, avoir l'air à l'œil. Et puis je choisis d'arrêter d'être contre et d'aller vers le pour. Nous fuyons donc notre Belgique natale pour nous rendre dans un village écologique du sud des Hautes-Alpes et on décide de s'y rendre tous les 4. Notre cadette a 5 mois le jour du départ. On décide de s'y rendre à vélo. 37 jours absolument merveilleux. À une dizaine de jours après le départ, on a la possibilité de prendre un raccourci. On est à ce moment-là au niveau du plateau de Langres. Et ce raccourci consiste à emprunter un tunnel de 6 km de long dans le noir. Ce tunnel, c'est un tunnel pour péniche, c'est un canal, et juste à côté de ce canal, il y a un petit sentier qu'on peut emprunter. Alors la veille d'emprunter ce tunnel, il y a quand même un cycliste qui nous dit « Ouais, ça se traverse dans le noir, mais si vous trouvez une perche, avec la perche, il y a moyen de l'éclairer. » Ok. Donc on met 10 minutes à trouver cette perche. Alors on est content de la trouver et puis il nous a pas expliqué comment on devait s'en servir pour allumer le tunnel. Donc nous on est plutôt en train de vouloir retrouver un interrupteur, on appuie ou un peu à plusieurs endroits pour essayer d'éclairer le tunnel. Bon, on n'y arrive pas. On a su après qu'en fait, comme les péniches, en entrant dans le canal, déclenchent des capteurs et c'est ça qui fait que ça s'allume. En fait, la perche, il fallait la plonger dans l'eau. Mais bon. Donc, 10 minutes pour trouver la perche, 10 minutes pour trouver le moyen de l'éclairer. On a déjà perdu 20 minutes. On était censé prendre un raccourci. Donc, Michel dit, bon, c'est bon, là, on y va dans le noir. OK. Donc, moi, les 700 premiers mètres, c'est bon. On a encore la lumière dans le dos, donc on y voit à peu près. Mais bon, le sentier est tellement étroit. Vous allez me dire, pourquoi pas faire fonctionner la dynamo? Parce qu'alors, il fallait rouler, prendre de l'élan, mais on ne peut pas rouler. C'est trop étroit. Donc, on est vraiment, vraiment dans le noir. Et quand je me retrouve complètement dans le noir, je me fige en fait, j'arrive plus à avancer, je suis paralysée. C'est la première fois de ma vie que ça arrive, mais là je suis paralysée. Et donc je crie Michel, moi je peux plus, j'avance plus, c'est pas possible, j'ai trop peur là. Qu'est-ce qu'on... Et puis à certains endroits on sent de l'eau à nos pieds, on sait pas ce que c'est, est-ce qu'il y a des rats, enfin c'est l'horreur. Et Michel il me dit non mais moi je peux pas faire demi-tour, pensez avec sa remorque là, c'est pas possible. Et Judith qui est dans la remorque et qui pleure, ça augmente mes angoisses évidemment. Donc je dis moi je fais demi-tour toute seule, alors tant pis. Il me dit oui c'est ça, alors tu fais demi-tour toute seule, t'as pas le sens de l'orientation, tu vas te retrouver seule, la nuit va tomber, non c'est pas possible. Donc je dois me rendre à l'évidence, il faut que j'aille puiser en moi la force nécessaire pour continuer à avancer. Donc j'essaie de respirer et puis me vient une idée, j'invite ma fille aînée qui est sur son demi-vélo derrière moi, je l'invite à chanter avec moi. Ça me donne de la force et puis j'y arrive et j'avance. J'avance et je fais ces 6 kilomètres et avant je vois ce fameux halo lumineux, ce fameux bout du tunnel et ça y est, je suis fière quoi, je suis arrivée à le traverser. Le soir quand je repense à cet épisode, je me dis mais c'est marrant, tous les éléments d'une naissance étaient là dans cet épisode, le tunnel dans le noir, à traverser, on peut pas faire marche arrière, c'est humide, comme une naissance, quoi. Je me dis, c'est beau, en fait, d'avoir vécu ça à ce moment-là de ma vie, un épisode comme ça où je dois naître, à un moment où je m'apprête à faire un changement radical de vie. Chapitre 3, l'autonomie, joie et écueil.
humain et humus ont la même racine. Le miracle de la vie. Grâce à la photosynthèse, les plantes transforment en sucre le CO2 qu'elles captent dans l'atmosphère. Le monde végétal, en fait, stocke du CO2. Les plantes dans leurs fibres, les arbres dans leur bois. Et puis, quand les plantes se décomposent à la fin de la vie, elles stockent du CO2 dans le sol. Mais savez-vous que le pétrole, le gaz, le charbon, en fait, sont des stocks, des résidus d'anciens végétaux qui sont des stocks de carbone qui sont dans le sol. Le CO2, vous en avez tous déjà certainement entendu parler parce que c'est un des gaz responsables du bouleversement climatique, un des gaz à effet de serre. Mais en fait, ce qu'il faudrait parler, c'est pas spécialement du CO2, mais c'est de l'harmonie entre du CO2 qui est stocké dans le sol et le CO2 qui est relégué dans l'atmosphère. Mais ce qui est le problème, c'est la rupture de cette harmonie. Et cette rupture de cette harmonie, elle a un nom, c'est le capitalisme. Le capitalisme fait qu'on est en train de vider tous les stocks de CO2 qui sont dans le sol, à une vitesse exponentielle, sans permettre au sol de les reconstituer. Alors j'explique parce que ça fait des gros mots, mais en fait, on est en train de vider tous les stocks de pétrole pour cuire des matériaux, pour se déplacer, et au même moment, par la pratique du labour profond, par l'artificialisation des sols, par les coupes rases, on empêche toute reconstitution du CO2 dans le sol. Donc on peut planter des arbres, tout ça, ça reconstitue des stocks de CO2. Mais ce qu'il faudrait aussi, c'est pouvoir le mêler à la terre. C'est ce qu'est en train de faire Emmanuelle. Elle mélange de l'humus. Vous avez déjà vu, l'humus, il peut être fait naturellement dans une forêt, mais aussi on peut le faire soi-même, l'humus. Par exemple, je sais pas, on peut le faire soi-même, l'humus, par du compost, on peut faire son compost, vous pouvez tous y toucher, par exemple, nous, on peut le faire aussi par les toilettes sèches, Non mais il y a longtemps, c'est vieux, c'est pas récent, c'est il y a 10 ans. Et donc, c'est leur brin. Cet humus, il est constitué à 60% de carbone et il a tous les éléments organiques qui va faire grandir, la plante. Et il va reprendre tous les stocks de carbone et en même temps, nous, on rejette du carbone qui nourrit la plante, etc. Se loger, se nourrir, c'est les deux fondamentaux de l'autonomie. Alors là, Michel va monter une miniature, une construction miniature en botte de paille. Et c'est l'occasion pour moi de vous parler de la construction. Pourquoi le monde du bâtiment et le secteur de la construction, ce qu'on appelle BTP, et toujours pareil, tu vois, tu m'as dit si tu te mets à côté de moi, ils vont m'écouter, mais non. C'est une partie où personne ne m'écoute et tout le monde est braqué sur ce que Michel fait. Je pense que je vais me mettre devant toi. Voilà. En fait, il monte une maison, il va faire ça jusqu'au bout, il n'y a rien de... Non, je disais pourquoi le monde du bâtiment et le secteur de la construction, donc BTP, vous en avez tous entendu parler, le fameux bâtiment et travaux publics. Alors pourquoi ? Je ne sais pas si vous le savez parce que c'est un chiffre qui est quand même assez impressionnant. Le BTP représente 40% du CO2 mondial. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Agence internationale de l'énergie. Alors pourquoi ? Il y a plusieurs raisons qui expliquent ce chiffre. La première raison, c'est que la plupart des matériaux de construction, le ciment, rien que le ciment, c'est 6,9% du CO2 mondial. Donc la plupart des matériaux de construction, le ciment, la brique de terre cuite, la tuile de terre cuite, l'acier, le verre, sont cuits pour être fabriqués. Et souvent à de très hautes températures et dans des quantités énormes. Pour la cuisson des matériaux, nous devons brûler donc du CO2 sous forme de gaz, de pétrole. Et d'ailleurs, il y a une
partie des matériaux qui viennent directement du pétrole. Tous les plastiques, les isolants pétrochimiques, etc. Donc ça, c'est une première raison. Or, la pierre, le bois, la paille, la terre sont des matériaux crus. Hein, et depuis la nuit des temps, on les utilise. Donc, il y a moyen de faire autrement et de diminuer ces émissions de CO2. Deuxième raison, c'est que nous brûlons aussi du CO2 pour déplacer la plupart des matériaux de construction. Hein, ils font parfois des milliers de kilomètres. Or, encore une fois, il y a d'autres solutions. La paille, le bois, la terre sont des ressources locales et abondantes. Et il y a une troisième raison, c'est que la part la plus importante de la consommation de CO2 dans le bâtiment, c'est le chauffage. Et de plus en plus la climatisation. Or, la paille, c'est un matériau isolant très efficace. Et donc, construire en ballots de paille, ça permet de diminuer de façon drastique le chauffage. On arrive même à des maisons en paille complètement passives, c'est-à-dire qui n'utilisent plus de chauffage. Et en tout cas, dans des maisons en paille, on ne doit absolument pas climatiser. C'est l'explication des 40%. De quoi des 40% du CO2 ? Oui. Mais tu sais que l'isolation des bâtiments, par exemple pour la vie des bâtiments, c'est 60% du CO2 qui est lié au chauffage. Ouais. Ah oui, et sans compter que le bois et la paille, en plus, dans un bâtiment, c'est un stock de CO2 qui n'est pas relégué dans l'atmosphère. Il n'est pas remis dans le sol, mais en tout cas, il n'est pas en train d'être... Tant qu'il est stocké dans le bâtiment, c'est un stock de carbone. Cet immeuble HLM en paille a été construit à Saint-Dié-des-Vosges. Une fois déduite la consommation de CO2 pour la construction entière du bâti, il a encore un bilan de CO2 positif de 1100 tonnes de CO2. C'est énorme. Et en plus, les locataires de cet immeuble paient moins de 5 € de chauffage par mois. Et on est dans les Vosges, hein, c'est pas la Côte d'Azur. C'est pas des écolos... Voilà, et c'est pas non plus des écolos radicaux qui veulent se prouver à eux-mêmes, qui n'ont pas besoin de chauffage. Hein. Donc c'est vraiment des chiffres normaux sur lesquels on peut se fier. Belle construction. Ouais, c'est beau, hein. Normalement, je pourrais faire l'enduit à l'intérieur, le finir, etc. Mais bon, on va revenir à notre histoire du tunnel. 37 jours à vélo, et on arrive à Éour. Un éco-village dans les Hautes-Alpes. Oh, ben regarde. Tu sais ce que c'est, ça ? Non. Non ? C'est génial qu'ils aient ça dans ce village, j'adore ce concept. C'est une boîte à dons. Ouais, mais il y a des meubles aussi ici. Ouais, bah ouais, ils ont pas pu le faire rentrer dans la boîte. Mais tu vois, en gros, c'est ça le concept, c'est que les villageois, ils mettent ici ce dont ils n'ont plus besoin et ça peut servir à d'autres. C'est génial. Bon alors, c'est la plupart des choses, c'est des vêtements, comme tu peux le remarquer, des livres. Ah bah regarde, toi qui cherchais un bonnet. Yeah, le bonnet de Manu Chao. Ouais, et moi regarde, attends, Ah, la c'est bien, t'es dans les couleurs, hein. pépite, ouais, bah là je suis à la mode des ours, quoi. Tu te fonds dans le paysage. Ouais. Vous voulez aussi quoi? À Éour, tout le monde habille comme ça. Parfois j'y passe en costume, c'était mort. Hein. Non, quand tu passes dans le village bien habillé, ils disaient hey, tu vas en ville? Éour. Sur les flancs sud du village, il y a les potagers mis à disposition pour la commune, par la commune. Et pour ceux qui ne veulent pas faire de jardin, vous allez à la chambre froide des maraîchers et on prend les légumes, on les pèse, on note ce qu'on a pris. Tout est basé sur la confiance. La maraîchère passera à la fin du mois et puis soit on ira léger au champ si on n'a plus d'argent, soit on paye, tout est basé sur la confiance. En gravissant la colline, que vois-je ? Un arbre, non une maison, mais avec son toit végétal, elle se fond tellement dans le paysage. C'est une maison qui est traversée à 3 endroits par un arbre.
Et puis cette construction, en bois, en terre crue, en paille, elle est construite sur une pierrière. Et ce sont des arbres coupés en deux, creusés pour laisser passer l'eau, qui font office de gouttière. Quand on arrive à Éour, très vite, on a envie de construire une maison, évidemment, sans ciment. Et on opte pour la construction en bois terre-paille. Et pour ça, on fonctionne en chantier participatif. Vous connaissez tous, j'imagine. Donc, des gens viennent nous aider à la construire pour diminuer les frais. Eux, ils apprennent des techniques constructives. Et en échange, ils sont logés et nourris. Et puis, on crée très vite aussi une association dans laquelle on va dispenser une formation découverte. Une formation découverte pour adultes qui veulent se réapproprier des savoirs et des savoir-faire pour être plus autonomes dans leur vie. Et avec tous ces gens de passage, ces volontaires, ces stagiaires, on est sur la construction ou alors on est au jardin parce que oui, là aussi, on avait dû arrêter notre jardin potager. On est très content de pouvoir enfin reprendre un grand jardin. Puis comme on n'a plus beaucoup d'argent, on doit être un peu autonome en légumes, donc il est très grand. Et voilà, on est sur la construction, au jardin, on cueille aussi des plantes sauvages pour se loger, se soigner, on plante des arbres, on greffe, on bouture, on marcotte, on gère un compost parce qu'on est en toilette sèche, et le soir, c'est la fête autour du feu, on chante, on danse, c'est des années merveilleuses. Un jour, on habite dans notre maison. Au départ, on n'y habite pas tout de suite parce que on y loge justement tous les gens de passage et nous, on vit en caravane avec nos 2 filles. Et très vite, moi j'ai quand même envie qu'on habite un jour dans notre maison et donc on a l'idée d'en construire une deuxième pour justement accueillir les stagiaires, les volontaires, mais on n'a plus d'argent. Alors on se dit, on va essayer de construire sans argent. Et on se lance dans cette construction. Voilà, on construit sans argent. Qui dit construire sans argent, c'est partir des matériaux qui sont dans la nature. Alors, vous voyez, c'est un terrain en pente. Donc d'abord, la première chose, on décaisse à la pioche sur 1,80 m pour reprendre toute la terre du terrain. Et pour la terre, en fait, on y fait les enduits intérieurs, les enduits extérieurs. On y fait des sculptures d'elfes sur le côté. On y fait un grand poêle de masse qu'on n'utilisera quasi jamais parce que on n'a pas besoin parce qu'il fait assez chaud dans la maison isolée en botte de paille. Et ce grand poêle de masse, on y met une banquette en terre. Pour faire office de cheminée, c'est un arbre en terre crue avec un endroit avec quand même un conduit de cheminée. Mais je vais dire il y aura une éolienne qu'on va autoconstruire nous-mêmes. Et puis le bois, on va le chercher en forêt. On le coupe à la scie en long, on écorce le bois, et puis on va le défaire à la traction humaine, on le fait débarder humainement, parce que c'est en descente quand même, c'est plus facile. Le chaume, on va le couper à 10 km de là, à la faucille, on fait 2600 bottes de chaume qu'on met en bottes, et puis qu'on tresse sur le toit. Voilà, c'est... T'as plein de paille derrière. Oui, alors c'est super sympa, ces chantiers participatifs, cette formation découverte. Mais après quelques années, on commence à se poser des questions, notamment sur le fait qu'on prêche que des convaincus, que dès qu'on sort un peu du village, tout le monde n'est pas forcément... Parce que vous savez, quand on se retrouve toujours tous ensemble avec les mêmes idées, on a l'impression que le monde est en train de changer. Et qu'on pense tous pareil, mais dès qu'on sort un peu, on se dit « Ah non, merde, en fait, ça n'a pas encore beaucoup avancé. » Donc ouais, on se pose des questions et notamment, on a un besoin de se professionnaliser. Ce que les autoconstructeurs ont fait, mais c'est grâce à eux qu'on est venu à toutes ces techniques constructives. Mais en même temps, on sent que si on veut que ça essaime, il faut professionnaliser ces méthodes constructives. Et donc, c'est comme ça qu'en 2011, Michel s'inscrit à une formation lancée par les compagnons à l'époque, mais qui se sont rebaptisés Réseau français de la construction en paille, et qui lance donc en 2011 une formation pour devenir formateur sur les règles professionnelles de la construction en paille, règles qui vont sortir en 2012. Et Manu, tu sais qu'avec 10% de la paille, parce qu'on mange du pain, et donc on a des champs de blé avec du grain, eh bien avec 10% de la paille qu'on utilise pour manger du pain, on peut isoler tous les bâtiments qu'on a besoin en France. 10% seulement, tu vois, et puis on peut rester 90% la terre.
Autre chose, j'ai appris un chiffre. 76,9% des déchets sont issus du BTP, ce fameux bâtiment travaux publics. Et surtout du TP, parce qu'on creuse des tunnels, on fait des autoroutes, etc. Et 50% de ces déchets, c'est de la terre. Oh, bah, on n'en manque absolument pas, quoi. On pourrait construire en paille et en terre partout, quoi. Partout. Nous, les bricoleurs, sur nos chantiers participatifs, on est complètement étonnés. Parce que de plus en plus, il y a du monde qui vient, mais on a des maçons, des architectes. Mais ces maçons, en fait, ils viennent faire des sgraffitos chez nous, ils s'en donnent à cœur joie, ils font des sculptures, des peintures. Nous, on n'y connaît rien. Mais ces gens-là, ils en ont marre aussi du prêt-à-poser, du prêt-à-plaquer. Ils en ont marre du mode de la dévalorisation qu'on a de l'artisanat de partout, quoi, par cette structure industrielle. Et donc, je me dis, dès ce moment-là, ça serait chouette de faire rencontrer le monde de l'autoconstruction avec les maçons classiques, quoi. Comment on peut faire rencontrer ces mondes, quoi. Et donc, on a de plus en plus l'idée de créer une formation professionnelle, quoi. J'en ai marre, tu vois, de ces gens qu'on rencontre parfois sur les chantiers, qui autoconstruisent leur petite maison et qui font leur jardin. Alors c'est très bien, hein, mais ce que je supporte pas, c'est qu'ils accusent tout le monde, tu vois. Ils voudraient que tout le monde fasse comme eux. T'as vu là Jean-Louis sur le chantier la dernière fois? Jean-Louis, c'était un mec qui avait débranché la prise du frigo de chez nous parce qu'il avait, en fait, il y avait une multiprise où il y avait une petite lumière et alors il voulait économiser l'énergie pour la nuit et il nous avait débranché le frigo, quoi. Ouais, voilà, lui. Ouais, ce Jean-Louis, ouais. Il m'a dit qu'avant de venir ici, tu sais, il est venu en stop et il s'est arrêté sur un pont d'autoroute et il a tagué ta voiture pollue, ta voiture pue, ta voiture tue, tu es un assassin. Non mais j'en peux plus, moi, de ces culpabilisations, là. Bref, nous, on décide de créer une formation professionnalisante sur la terre crue. Et on est étonnés parce qu'on regarde dans nos listings et puis on a énormément de maçons qui sont intéressés. Oui, il y a des maçons qui ont des problèmes de santé. Je vous ai pas raconté, mais dans la première partie, on aurait pu raconter qu'il y a des maçons, en fait, depuis qu'on brûle des déchets toxiques en cimenterie, il y a du chrome. Le chrome qui est en fait un métaux lourd, il se retrouve dans le ciment. Donc les maçons ont souvent eu la gale du ciment. Mais aujourd'hui, il y a du chrome hexavalent, du chrome 6 qui se trouve dans le ciment. Mais vous savez, le placo, par exemple, on permet qu'il y ait un pourcentage de déchets qu'on met dans le placo, quoi. Le bâtiment est devenu une poubelle et donc il y a de plus en plus de maçons qui ont des problèmes de santé. Ouais. Et t'as vu, pour cette formation sur la construction en terre qu'on veut lancer, là, il y a énormément de femmes qui répondent à notre annonce. Effectivement, on avait à peu près 60-70% de femmes qui répondaient à notre annonce. Et dans la première formation qu'on a fait, 75% des personnes, c'était des femmes. Et en même temps, quand ils pensent, le premier habitat de l'être humain, c'est le corps d'une femme. Alors, on a de plus en plus de problèmes là pour lancer cette formation sur la construction en terre. Il faut des financements. Et on a bien été voir notre région, évidemment, la région PACA, puisque ce sont les régions qui ont comme compétence la formation professionnelle pour adultes. Mais ils nous suivent pas du tout, ça les intéresse pas, la construction en terre. Alors, on décide de se tourner vers le privé. Et on découvre une organisation qui s'appelle 1% pour la planète. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un logo qu'on retrouve sur certains produits. En fait, cette orga, elle essaie de mettre ensemble des associations environnementales comme la nôtre et des entreprises qui reversent 1% de leur chiffre d'affaires aux assos. Alors, on est super content parce que on passe le premier cap, c'est-à-dire qu'on est sélectionné par l'organisation 1% pour la planète comme association. Donc, ça y est, on va pouvoir prétendre toucher peut-être de l'argent des entreprises, de ces grosses boîtes. Bon. Alors, deuxième victoire, on est sélectionné parmi toutes les associations de cet orga pour monter à Paris et pour présenter notre projet. Et donc, c'est Michel qui s'y colle, il rédige un pitch qu'il va devoir présenter devant des chefs d'entreprise présents pour essayer qu'ils mettent la main à la poche pour notre formation. Ils ont dit non, Manu. Tu sais, ils n'ont pas envie de changer le système, ces gens-là, hein. C'est plutôt au business de ces grosses boîtes que tu devrais t'attaquer, Jean-Louis. Tu sais que la fois passée, ils voulaient pas que je greffe un arbre.
Parce qu'il veut que l'homme n'intervienne plus dans la nature. Moi, j'adore greffer des arbres sauvages parce qu'en fait, ils ont des racines pivots, quoi. Chez nous, il pleut un peu moins qu'en Bretagne, là dans le sud-est, un peu moins, rien moins. Et ils ont des racines pivots, et donc quand on greffe un arbre, plus besoin de l'arroser, quoi. Et donc, c'est comme s'il voulait que l'abeille n'intervienne plus, quoi. L'homme ne doit plus intervenir. L'homme, il s'attaque qu'à l'homme, quoi. Ouais, mais en même temps, je comprends, tu vois, l'homme, il veut toujours tout dominer, il dévore tout. C'est plutôt le système capitaliste qui dévore tout, non ? Alors, côte à côte avec la nature ? Ou manger l'autre et s'entre-dévorer. C'est Jean-Louis, là. Tu vois qu'ils font leur colibri. Je vais éteindre l'incendie avec ma petite goutte d'eau et je vais faire ma part. Pendant ce temps-là, il y a les multinationales dragons qui crachent du feu. Moi, c'est super que tu fasses ta construction en paille, Jean-Louis. Mais il faut arrêter de culpabiliser tout le monde. Parce que vous pensez que les gens dans les banlieues, le matin, ils se lèvent et ils rêvent d'une barre grise pour aller faire leurs courses, d'une énorme tour grise. Ils pensent que c'est leur kiff, ça. Pensez que les gilets jaunes, ils adoraient polluer avec leur bagnole. C'était les médias qui disaient ça. Hein. Les gilets jaunes, leur kiff, c'était d'aller polluer avec leur bagnole. Toi, ta culpabilisation sans s'attaquer au système, ça amène le fascisme, Jean-Louis. Le capitalisme, il est entré dans nos papilles. Il a éduqué nos goûts. Il a rêvé nos maisons. Il a pensé à nos cocons. On se rend compte que on a besoin de financement public. Il faut changer le système de production du pays. On ne peut pas faire avec les mêmes multinationales qui ont tout fait s'écrouler. Il faut une écologie qui change nos manières de produire et qui s'adresse à tous. Il était une fois, il y a des milliers d'années, une Manhattan en plein cœur du désert yéménite. Une Manhattan, on a donné ce nom-là à cause d'une Manhattan de bitume qui a été construite des centaines d'années plus tard. Ce sont des immeubles en terre qui sont issus du paysage. Ils sont un matériau qui se confond avec la nature. Et ce sont des tours de plus de 50 mètres de haut. On est au cœur du désert yéménite. Bien avant le réchauffement climatique, il y fait plus de 45 degrés la journée. Et pourtant, la Terre régule tellement la température que jamais on n'y a atteint 26 degrés. À 2000 km de Shibam, on a Dubaï, cette ville moderne de béton, d'acier et de verre. On est en bord de mer, mais on ne profite absolument pas de la fraîcheur quand on est dans ces buildings. Il faut impérativement les climatiser jour et nuit. Sinon, la température y est insupportable. Oui, parce que ce ne sont pas des matériaux qui sont isolés et qui régulent la température comme la Terre, malheureusement. Le saviez-vous ? La température extérieure à Dubaï a augmenté de 6 degrés. Et la première cause n'est pas le réchauffement climatique. Ce sont les climatiseurs. Parce que pour le confort de quelques-uns, on réchauffe l'extérieur pour tout le monde. Tout un symbole. C'est notre futur, hein, de la clim pour quelques-uns, du champagne pour quelques-uns et plus d'eau pour la plupart. Vous savez qu'en Arabie Saoudite, ils vont faire les Jeux Olympiques d'hiver en 2029 pour pouvoir que certains puissent faire du ski en plein désert. Eh bien, on va pas laisser faire ça. Bref, on a essayé le militantisme, on a testé l'autonomie. Et si on interpellait les candidats à la présidentielle ? Oui, c'est ce qu'on fait en 2016 avec notre asso. On décide d'interpeller les principaux candidats à la présidentielle.
Et chapitre 4, la politique des goûts et espoirs. Donc on interpelle les différents candidats à la présidentielle pour faire péter le système. Bon, pourquoi on l'a pas fait avant? Voilà, exactement. Parce que, en fait, en Belgique, on a été dégoûté du monde politique. On vous a fait cette parenthèse. En fait, en Belgique, déjà le patron de l'usine, c'était l'adjoint au maire. Voilà, ça plante le décor. Hein. Et alors, en Belgique, dans notre village, c'était l'alliance. C'est inédit, ça se passe pas encore en France. C'est l'alliance entre la droite, le patron de l'usine, et puis le maire, il était PS. Alors, dans tous les journaux, le PS dit non à l'incinération en cimenterie. Une crise dans la majorité. Donc nous, on se dit, waouh, qu'est-ce que c'est de ce truc, quoi, super. Nous qui étions les militants, on se dit, le PS dit non à l'incinération de déchets en cimenterie. Mais en fait, pas du tout en fait. Hein. Ce qui se passait, c'est que l'autre histoire qui se passait, donc nous au départ on est contents, mais ce qu'on savait pas, c'est qu'en fait, à Tournai, dans la ville où on était, il y avait un club qui était en 3e division, il venait de monter, club de foot. Voilà, ici c'est en avant Guingamp, c'est ça. Nous c'est le club de foot, il s'était uni entre le club catholique et le club socialiste. Les deux clubs faisaient plus qu'un seul grand club et ils allaient monter de division. Et donc il fallait un plus grand stade. Il fallait reconstruire un nouveau stade. Et dans la majorité, ils se disputaient depuis un moment parce que l'usine voulait pas mettre la main à la poche. Alors les petits rigolos là, les anarcho-écolos, tout foufou qui allaient changer le système, c'était bien utile parce que ils ont profité de notre combat pour forcer l'usine à construire le stade. Et une fois que l'usine a dit oui, ils pouvaient dire oui à l'incinération de déchets en cimenterie, hein, il n'y avait pas de problème, hein, c'était voilà. Donc la politique, on voulait plus en entendre parler, quoi. Et on était arrivé à Éour en mode colibri justement parce que c'était notre philosophie à l'époque. On était des Jean-Louis. Et je pense qu'on a fait chier pas mal de nos amis en étant très culpabilisateurs, en disant comment il fallait construire, comment il fallait faire. On avait tout compris. Ouais, ça dit rien du tout, quoi. Mais ouais, on était arrivé avec cette philosophie, en tout cas dégoûté de la politique, en se disant il faut plus rien entendre d'en haut, il faut faire à la base nous-mêmes, ce qui est toujours vrai, hein, par ailleurs. L'un n'empêche pas l'autre de toute façon, mais voilà comment on était arrivé à Éour. Mais, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on se rend compte que ça va pas assez vite, qu'on s'est déjà pris le mur climatique et qu'on est entre nous à Éour, dans un village où tout le monde fait pareil, mais qu'à l'extérieur ça continue à pas bien se passer, on n'a pas envie de crever tous ensemble avec nous du tofu dans la bouche, quoi. Donc, on se dit, on a beau être dégoûté des politiques, peut-être qu'avec une volonté politique, on peut imposer des formations. Ça peut aller plus vite, en tout cas, si on impose de construire comme ça. Bref, oui. On interpelle les différents candidats à la présidentielle et puis il y a un mouvement qui nous répond et il nous invite pour une heure d'audition à Paris. Et après, on vous expliquera tout à l'heure, mais on a déjà, nous, réfléchi à tout un programme qu'on a co-créé tous ensemble par l'association. Et nous, on arrive et on se dit, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir leur dire? Alors, je me dis, moi, l'emploi. L'emploi, ça marche, je leur dis, on va créer des centaines de milliers d'emplois grâce à la bifurcation du secteur grâce à la matrice de production du secteur de la construction, grâce à la différence d'intensité sociale des différents matériaux. Ce que Michel essaie de vous dire, c'est qu'en construisant autrement, on crée de l'emploi. Parce que la paille et la terre sont des matériaux qui sont vraiment pas chers, mais par contre qui demandent plus de travail humain lors de la mise en œuvre, alors que les matériaux industriels sont plus chers, mais ils demandent moins de travail humain. Bref, j'essaye d'expliquer mon changement de la matrice productive du bâtiment, mais en fait, lors de notre audition, il nous parle de toute autre chose. Il faut essayer de ne pas prendre plus à la nature que ce qu'elle peut elle-même reconstituer. Il nous parle de la disparition du sable. Mais moi, je leur dis, je savais répondre, parce qu'en fait, le sable qu'on utilise dans les déserts, etc., en fait, nous, dans la construction en terre, on peut le remplacer par de la paille. Voilà, vous voyez ici, la terre avec de la paille.
Donc c'est pour empêcher la fissuration, donc on peut mettre de la fibre végétale. On peut aussi, dans la terre, la construction en terre, ce qui est bon, c'est qu'on peut la réutiliser à l'infini. À la fin, on peut la réutiliser, sauf si on y a mis du ciment et qu'on l'a bloqué, quoi. Donc on peut la réutiliser. Et puis le peu de sable qu'on peut utiliser en enduit de finition, on peut le réutiliser lors de la fin des bâtiments. Et en plus, on n'utilise pas le même sable. On n'est pas obligé d'aller à l'autre côté. On peut utiliser du sable qu'il y a lui-même dans la terre, etc. Et puis sur les autres questions, vous sauriez répondre vous aussi maintenant, puisque vous avez eu le truc. Le CO2, l'objectif c'est que on peut en relarguer moins la nature et en mettre plus dans le bâtiment, donc on peut en restocker du CO2. La terre, on n'en manque pas puisque la moitié des déchets, en plus on peut la réutiliser, il n'y a pas de souci. Et puis la paille, sauf si tout le monde est cœliaque et que tout le monde arrête de manger du pain, on a encore 90% qui va dans le sol si tout le monde construisait. Donc pas de souci, quoi, ils sont intéressés. Ouais, donc on reste en contact avec ce mouvement politique et quelques semaines plus tard, ils nous demandent si on est d'accord de tenir un stand lors de leur salon de l'écologie qu'ils organisent pendant la campagne présidentielle. Alors on accepte et on y va avec nos collègues du réseau français de la construction en paille. On passe là la journée, c'est très sympa, on fait plein de chouettes rencontres et à un moment donné, ça bouge un peu là au fond de la salle parce que le candidat vient d'arriver. Donc il fait le tour des stands et il arrive sur notre stand. Et moi je me balade et on me montre la construction en terre. Je sais pas comment vous réagissez, moi je suis comme tout le monde. Je suis un littéraire, pas un ingénieur. Je me dis une maison en terre, il pleut, tchouf, t'as plus de maison, quoi. Ouais, alors effectivement, ça c'est la première réaction qu'il a. D'ailleurs, il n'est pas le seul à avoir ce genre de réaction, parce que c'est vrai que quand on parle de construction en terre, pour les gens qui s'y connaissent pas, c'est la grosse angoisse. C'est-à-dire une maison en terre, mais qu'est-ce que vous faites avec la pluie? Ça s'écroule, ça tient pas, voilà, grosses angoisses. Mais non, nous on leur explique qu'on a construit en terre depuis des centaines d'années, que ça tient, et que c'est juste qu'on a oublié les techniques parce que le ciment a tout supplanté, qu'on construit en ciment partout, mais qu'il faut redécouvrir ces techniques constructives et qu'en fait, avec des recettes bien précises, selon le type d'argile qu'on a, il y a des techniques qui ont fait leurs preuves et qu'il n'y a aucun souci. Bref, il reste assez longtemps sur notre stand parce que il pose plein de questions. Déjà, quand il est tout à fait rassuré, il voit très vite l'enjeu climatique que ça représente et il nous demande si on est prêt au niveau des règles professionnelles. On lui dit que oui. Au niveau des assurances, au niveau de la formation, en fait, il est rassuré de savoir que tout est prêt, que si demain il est au pouvoir, on peut lever cette filière de construction et donc avec tout ce qui va avec, diminuer les émissions de CO2, créer de l'emploi, voilà. Et donc, il finit par quitter notre stand. Nous, on reste là jusqu'à la fin de la journée. Et puis, on replie nos affaires. Et on décide d'aller l'écouter parce qu'il clôture le salon de l'écologie en faisant un discours. Voilà, on l'écoute. Et au bout de 3/4 d'heure, Vlatipa qu'il parle de la construction en terre. Et donc, en fait, il redit tous les arguments qu'il a entendus quand il était de passage sur notre stand. Et moi, je suis d'abord étonnée parce que je ne l'ai pas vu prendre de notes. Mais il a tout retenu et il en parle. Et en fait, je suis surtout très émue parce que nous qui avions du mal à médiatiser en fait cette question, puisqu'il n'y a aucun média qui veut parler de la construction en terre, surtout pas les gros médias, Bouygues et compagnie, ils ont bien intérêt à garder le ciment. Et donc je suis vraiment émue parce que à ce moment T, je me dis waouh, mais il y a un sens dans tout ça, il y a un fil rouge depuis ma vie là en Belgique, notre combat. Pourtant j'étais en dépression, j'étais un peu triste de quitter mon pays, de quitter mes amis, de quitter mon métier de prof que j'adorais. Et pourtant, depuis, on a découvert un tas de choses. Et là, je me retrouve à Paris devant un candidat à la présidentielle qui est en train de parler de mon sujet de prédilection, quoi. Enfin, c'est fou. Et ouais, ça m'a beaucoup émue. Et depuis, ce fil, on a continué à le tisser d'ailleurs, parce qu'on est resté en contact. Et
Et ce mouvement politique a repris donc notre travail associatif sur la construction, tel quel dans leur programme. Et donc notre programme sur la construction, c'est inviter du local aux européennes, en passant par le national. On a même participé à la rédaction d'un projet de loi et d'un plan pour décarboner le secteur de la construction. Mais blablabla et blablabla et blablabla. Non, mais c'est un peu court tout ça, quoi, franchement. Non, mais voilà, il n'y a rien de tel que le militantisme. Voilà, arrêtez les trains, voilà, vous montrez les limites du militantisme. Puis l'autonomie, il y a plein de gens qui font des trucs formidables, quoi. On critique les limites du militantisme, de l'autonomie. Et puis c'est pour nous parler d'un sauveur politique peut-être. Et puis pas n'importe qui en plus. Hein. Non mais c'est vrai quoi, franchement. Voilà, il y a peut-être autre chose à construire ensemble avec tout le monde quoi. Et ben justement, c'est le sujet du dernier et 5e chapitre. S'écouter pour construire ensemble. Cette méthode, on l'a appelée le Rubik's Cube des luttes. Et si chacun avait sa place, sans manger l'autre, elle est dégoûtée de ce monde. Ceux qui luttent, ceux qui manifestent et sont de tous les combats. Les uns militants de la cause écologique, les autres de la cause démocratique, de la cause sociale. S'ils parlaient tous ensemble pour échanger sur leurs rêves respectifs et qui rêvaient de cet autre monde dont on a tous besoin. Et si on allait chercher les artisans de la réappropriation ? D'autonomie, tu veux dire, ouais. Ouais. Tu sais, ouais, ceux qui testent à gauche, à droite, des choses en toute autonomie. Les uns ont testé d'autres manières de se loger, les autres d'autres manières de manger. Il y en a aussi qui testent d'autres façons de se déplacer. Ils devraient écouter aussi les agriculteurs et les travailleurs du bâtiment et de l'industrie. Notre évolution culturelle a besoin de ces rencontres pour que des projets émergent et se concrétisent. Notre méthode de notre association qu'on a travaillée, ça s'appelle la méthode du Rubik's Cube des luttes. Et on a la chance d'avoir un Rubik's Cube bien fait. Vous avez une face jaune ici, une face blanche ici. Tu diras bien les couleurs avant. Hein. Voilà, la méthode du Rubik's Cube des luttes, c'est-à-dire que nous, l'objectif, c'était d'écouter toutes les personnes qui travaillaient dans le monde du bâtiment, les associations, les branches les branches professionnelles, quoi, les maçons, etc. Mais aussi toutes les personnes qui souffraient de la précarité énergétique, voilà, un peu chacun, tout le monde, pour ensemble essayer d'échanger, de se mettre ensemble pour construire cet autre monde dont on rêve tous. La première chose, on a été voir les militants qui disaient il ne faut plus construire. C'était la phase verte. Comme vous la voyez bien ici, tout est vert. Donc la phase verte, les militants il faut arrêter d'artificialiser les sols, ils nous disaient maintenant il ne faut plus construire. Ouais. Et puis on a aussi écouté les engagés vis-à-vis des sans-abri, qui nous disaient il faut construire, il faut isoler les bâtiments, il y a de vraies passoires thermiques et puis il y a des gens à la rue. Après on a été voir aussi des petits artisans. En fait, il y a plein d'artisans qui se font... ils n'ont plus d'appel d'offres à cause des grosses multinationales. Et les grosses multinationales, ce qu'on n'a pas du tout évoqué, mais 50% des travailleurs détachés sont dans le monde du bâtiment. Parce qu'il y a des grosses boîtes, des très grosses boîtes, qui font venir des travailleurs de Roumanie, par exemple. Et donc, ils font de la concurrence déloyale parce que les travailleurs, ils les sous-payent. Ils les font bosser 70 heures, semaine. Nous, on a écouté les petits artisans, quoi, qui en avaient ras-le-bol, quoi, de tout ça. On a oublié de dire, c'est que, par contre, là, on les a pas écoutés, parce qu'eux, ils sont écoutés dans tous les groupes, normalement, d'habitude, mais c'est les gros patrons des grosses multinationales du BTP. Ça, on n'a pas été les écouter. Voilà. Mais eux, en fait, ils tiennent souvent un média. Ou alors, ils ont des Bouygues, etc., hein, c'est connu, hein, TF1, etc., hein, je ne vais pas dire des noms, hein, parce que voilà. Ils tiennent un média, en même temps, ils ont plein de cadeaux fiscaux, et eux qui bossent qu'avec des travailleurs détachés. Par contre, leur média, il est constitué pour
Oh là là, vous avez vu, vous? Il y en a un qui vous pique le travail, là. Hein, c'est pas bien, ça. Hein, c'est les mêmes. Hein. Et eux, ils essayent de nous diviser tous. Ils essayent que notre Rubik's Cube, il marche pas, quoi. Qu'on puisse pas tous se mettre ensemble pour renverser le système, quoi. Et puis on a été aussi écouter les travailleurs du ciment cette fois-ci, ceux qu'on n'avait pas vraiment écoutés en 2004 quand on s'est battu contre la cimenterie. Et pourtant, à l'époque, on leur avait fait du chantage à l'emploi, hein, parce que les cimentiers leur avaient dit si vous n'acceptez pas comme combustible les déchets toxiques et dangereux, ben on va être obligé de délocaliser et vous allez perdre votre emploi. Donc ils ont accepté les déchets toxiques. Résultat des courses, aujourd'hui, ben, les cimentiers licencient à tour de bras parce que ils ont quand même terminé par délocaliser une partie de leur clinker en Asie du Sud-Est. On a aussi écouté chaque personne qui vit de la précarité énergétique. Ceux qu'on culpabilise sans arrêt en disant qu'ils n'ont pas tout compris à l'écologie, que c'est à cause d'eux, c'est à cause qu'on... Voilà, c'est si on pouvait rouler... voilà, s'ils prenaient plus leur bagnole, s'ils changeaient avec une nouvelle bagnole au diesel, voilà, vous comprenez tout le bazar, on a été écoutés. Merci à eux de s'être soulevés pendant les Gilets jaunes, quoi. Hein, je veux dire, voilà, on les a écoutés. Ouais. Bref. L'objectif, c'est de pouvoir faire un Rubik's Cube. On n'y est pas arrivé, c'est ça que tu voulais dire? C'est justement à vous à le créer. Hein. Non, c'est par l'écoute qu'on y arrive. Et l'idée, c'est pas de faire gagner une face contre une autre, mais c'est que toutes les faces soient gagnantes, en étant conscient que certains ont intérêt à ce qu'on se divise. En fait, qui veut nous diviser? C'est simplement quelques-uns, c'est le monde de l'ultra-finance. Parce que on vous a fait toute une conférence sur le bois, la terre crue et les pailles. Notre seul objectif, c'est pas que le bois et la terre crue et la paille gagnent. Nous, ce qu'on a envie, c'est de faire gagner toutes les luttes. C'est-à-dire, parce que on pourrait construire en bois, avec un bois issu d'une coupe rase, qui a fait 2 fois le tour de la planète, qu'on va tremper dans des bacs d'arsenic, et qu'on va sécher en 2 semaines avec des énormes radiateurs qui vont faire perdre tout le CO2 dont l'arbre avait stocké pendant des années, parce que au lieu de le sécher naturellement pendant 2 ans. Et nous, les pauvres, on irait le chercher jauni, chez Brico Pipo. Pendant que d'autres pourront acheter du bois noble, local, bio. Et rien n'aura changé.